vous présente nos invités. Je commence par les dames. À ma droite, donc Patricia Lemarchand, médecin, pneumologue, professeur à Nantes, en biologie, je ne vais pas dire de bêtises, je relis, hein, en biologie cellulaire, voilà, qui a co-dirigé un ouvrage multidisciplinaire sur la question de la femme. Qu'est-ce qu'une femme? Ouvrage que je vous montre d'ailleurs, Thierry Auquet, et qui où est où elle s'intéresse notamment à la bicatégorisation homme-femme dans la recherche biomédicale. Vous voyez, c'est un champ singulier qu'on n'a pas encore exploré aujourd'hui. Et comme le fait remarquer Patricia Lemarchand, bien entendu, son ouvrage est à la librairie, La vie devant soi, qui est partenaire des rencontres de Sophie cette année, l'année dernière aussi d'ailleurs. Voilà. Et puis donc à ma gauche, Thierry Auquet, professeur de philosophie des sciences à l'Université Paris-Nanterre, et dont l'ensemble des recherches jette en quelque sorte des ponts entre les sciences humaines et les sciences biologiques, donc nous sommes bien, et qui propose toute une série de réflexions sur les images de la nature, la différence des sexes, des sexualités, et même le rapport entre les machines et les organismes, ce que nous n'aborderons pas nécessairement aujourd'hui. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la diversité naturelle et les différences sexuelles, notamment une vaste ontologie consacrée au sexe biologique. Nous y sommes donc. Et puis donc, Patricia Lemarchand, vous voyez, mes invités sont extrêmement charmants. L'un et l'autre me montrent le livre de l'autre. Donc, vous avez le livre de Thierry Auquet, Des sexes innombrables, sur lequel nous allons revenir ce soir, qui aussi vous est présenté par la librairie La vie devant soi, qui est donc toujours notre partenaire. Voilà. Donc, je vais faire une toute petite introduction avant de laisser la parole donc, à Thierry Auquet et à Patricia Lemarchand, parole que bien sûr j'arbitrerai. Puis à la fin de l'échange, nous vous donnerons la parole pour environ un petit quart d'heure, de sorte que nous puissions aborder les questions qu'éventuellement vous aurez, bien que nous ayons la prétention bien sûr de tout traiter sur le sexe biologique. Ouais, c'est un petit peu notre prétention. Donc le point de départ, quel est-il? En fait, c'est vraiment l'idée que quand on parle de déconstruction, je disais en introduction, hein, on parle en général du genre. Donc la question, peut-on déconstruire le sexe biologique, peut-être pas. Par ailleurs, vous sembler très simple. Pour moi, elle n'a pas semblé simple au départ, puisque j'ai coutume, comme bien des gens, de penser que la déconstruction au départ, c'est un concept qui appartient au champ social et qui est plutôt lié au genre. Comme si, hein, je le disais, le sexe biologique était un support stable, ça aussi je l'ai déjà dit, mais c'est bien de le répéter. Et donc l'objet de notre débat, ce sera de montrer que le sexe biologique n'est pas simplement donné, mais qu'il est lui-même fabriqué. Et que la fabrique ou la construction du sexe biologique participe à la formation de concepts épistémologiques, ouais, mais on précisera. Concepts épistémologiques d'une part et de pratiques médicales d'autre part. Voilà, en gros, le champ, hein, le champ de notre questionnement. Je vais arrêter de me battre avec ce micro. Donc, j'en arrive à ma première question que je vous adresse à vous, Thierry. À savoir, Thierry, voilà, j'ai perdu ma première question, c'est bien, c'est très bien. Non, c'est pas vrai, j'ai fait semblant. C'était pour vous divertir. Est-ce qu'on peut revenir, Thierry, sur l'idée que vous développez autour de la multiplicité des sexes? Parce que figurez-vous, il y a une multiplicité de sexes, des sexes innombrables. Ok, merci de cette entrée en matière glissante déjà d'entrée. En fait, effectivement, vous avez souligné que normalement, quand on parle de déconstruire, on pense plutôt à déconstruire le genre, parce que c'est dans le domaine du social qu'il y a davantage de prise sur une construction, en fait, c'est-à-dire un ensemble de représentations, de stéréotypes, d'inégalités qui peuvent être identifiées et à partir de là corrigées. Le sexe, lui, il a cette propriété par opposition au genre qu'il n'a pas d'histoire a priori, c'est-à-dire que c'est une donnée qui relève de la nature et donc qui est en dehors des constructions des humains. En même temps, vous
vous avez sous les yeux, du coup, cette magnifique illustration, ce magnifique visuel. Et on y voit donc les deux symboles qui sont supposés représenter justement ce qu'on appelle le sexe biologique, les deux sexes biologiques. Donc du coup, à gauche, vous avez le symbole masculin le symbole du sexe mâle, et à droite, le symbole du sexe femelle. Moi, quand j'étais étudiant et que je voulais utiliser une écriture sténographique pour aller vite, quand mon prof disait les hommes, je notais les, et puis je mettais le symbole masculin en fait. Donc le prof faisait une erreur, enfin, puisqu'il utilisait le mot homme pour décrire l'ensemble de l'espèce humaine, et puis moi je faisais une nouvelle erreur derrière en utilisant pour homme le symbole de mâle. Ce qui est très frappant, c'est que cette manière tout à fait usuelle de désigner en fait les sexes biologiques, elle est en vérité intensément chargée de connotations symboliques, historiques, sociales. Vous savez sans doute que le sexe mâle est désigné par le symbole de la planète Mars, c'est-à-dire en fait renvoie au dieu de la guerre. Et ce que vous avez sous les yeux, c'est donc la représentation du bouclier de Mars avec sa lance, sa flèche. Et de même, le symbole qui représente les femelles en général, parce que ça ne représente pas seulement le mâle et la femelle chez les humains, hein, ça représente tous les mâles et toutes les femelles du monde vivant. Eh bien, le symbole de la femelle, c'est bien évidemment, je vais dire, le symbole de la planète Vénus, et donc vous avez la représentation de son miroir, on dit généralement, on l'interprète comme cela. Donc en fait, dans les signes les plus élémentaires pour désigner ce qui est naturel, on utilise des symboles qui sont intensément chargés de connotations symboliques. Donc on voit bien à quel point finalement les choses sont indissociables et très difficiles à démarquer. Je vais donner un autre exemple. C'est le fait que c'est une collègue paléoanthropologue, Evelyne Père, qui développait cet exemple. Elle disait imaginez une société où les hommes sont atteints d'une certaine pathologie et pas les femmes. Alors, on va dire c'est une maladie qui est liée au sexe. Mais si on s'aperçoit qu'en fait les hommes ont la maladie qu'ils ont parce que, par exemple, ils boivent du sang cru au clair de lune et que les femmes ne le font pas, à ce moment-là, on va dire ah non, mais en fait c'est peut-être pas lié au sexe, c'est lié au genre, c'est-à-dire à ceux qu'ils font. Donc on a comme ça une idée que la division peut être claire et qu'on peut bien isoler les facteurs. En vérité, si on regarde par exemple des choses que les hommes font et que les femmes ne font pas, et qu'on dit ça sera lié au genre, par exemple, on va dire que du coup, est-ce que regarder des matchs de foot, s'assembler dans des bars pour regarder des matchs de foot, par exemple, est-ce que c'est une activité liée au sexe, du coup, au genre? Comment est-ce qu'on distingue ces pratiques? La vérité, c'est que les êtres humains sont toujours des êtres humains qui sont constitués d'une biologie et qui sont aussi élevés, constitués dans une certaine société. Et donc, il est très difficile de séparer ces deux facteurs, parce qu'en vérité, des humains purement biologiques ou des humains purement sociaux, on n'en a jamais rencontré. En revanche, ce qui existe, ce sont des idéologies, je vais le dire comme ça, qui consistent à justement s'efforcer de dissocier les deux facteurs. Dissocier les deux facteurs, par là, je vais dire, je ne sais pas, si je suis d'inspiration sociologiste, on va dire, j'utilise sociologisme pour indiquer la dimension idéologique, je vais dire que tout est social en fait, et que la seule chose qui compte, c'est le social. Mais au contraire, si je suis biologiste, c'est-à-dire si je m'intéresse aux déterminations physiques, je vais dire au contraire que tout est biologique. Et donc la partition un peu de bon sens que j'essaye d'établir avec vous depuis le début, elle est très difficile à tenir. Parce qu'en vérité, sur des questions comme par exemple le choix des jouets ou les préférences pour les couleurs,
d'un côté, on va avoir des gens qui vont faire la construction sociale ou l'histoire de comment le bleu et le rose sont devenus, etc., et comment ça peut varier. Mais de l'autre, on va avoir des articles à prétention scientifique qui vont essayer de démontrer que la préférence pour telle couleur ou bien la préférence pour tel jouet n'est pas une chose qui est socialement construite, mais qui est véritablement une donnée biologique. Donc ça, c'est le premier point qui me semble important, c'est que souvent, on a comment dire, un produit frelaté qu'on nous fait passer pour du sexe et qui n'en est pas. Alors ensuite, regardons, ou demandons-nous plutôt ce que c'est que ce sexe. On parle du sexe. Encore une fois, le concept de sexe, comme ces symboles-là, qui sont anthropomorphiques, vous l'avez compris, mais le sexe, c'est pas une catégorie qui décrit uniquement les humains. Ça décrit normalement un certain type de reproduction qu'on trouve extrêmement répandu dans la nature. Et donc, dire ce que c'est qu'un mâle ou dire ce que c'est qu'une femelle, ça doit pas correspondre uniquement à ce qui fonctionne bien ou paraît bien fonctionner pour notre espèce particulière. Ça doit fonctionner pour toutes les espèces qui pratiquent cette reproduction sexuée. Or, on sait que dans la reproduction sexuée, par exemple, il existe des espèces qui sont hermaphrodites, c'est-à-dire des individus qui sont capables de produire les gamètes, les cellules reproductrices des deux sexes, qui ont la capacité. Donc, dans un individu comme ça, on ne va pas dire que c'est un individu mâle ou un individu femelle. On va dire que c'est un individu qui a la capacité de produire des gamètes mâles ou des gamètes femelles. Donc, c'est pas l'individu qui est mâle ou femelle, ce sont ces gamètes, ou si on veut, ces gonades, c'est-à-dire les glandes avec lesquelles il produit ces gamètes. Donc on se dit, alors sexe, c'est pas simplement une catégorie qui décrit des individus séparés nécessairement. C'est pas quelque chose qu'un individu possède que tout individu dans la nature qui pratique la reproduction sexuée possède. Ça peut être une propriété d'une cellule. On va identifier une cellule mâle ou une cellule femelle en fonction de leur rôle dans la reproduction. Donc, je vous dis ça simplement pour dire que cette projection anthropomorphique, le fait qu'on utilise des symboles extrêmement genrés, Mars et Vénus, pour décrire ce que sont des mâles et des femelles, implicitement, on la retrouve dans la manière dont nous regardons les mâles et les femelles dans la nature et dont nous concevons. C'est-à-dire que quand nous regardons les sexes dans la nature, souvent nous projetons une certaine représentation de ce que nous pensons être bien pour notre espèce. Voilà, ça c'est... Merci. Donc là, je vais donc à présent peut-être vous laisser parler, Patricia, pour un petit peu étayer ce propos. En fait, moi je vais essayer de donner une définition plus prosaïque peut-être. Oui, on ne vous entend pas. Donc une définition plus prosaïque du sexe, qui est une définition biomédicale, mais que vous reprenez dans votre livre. Dans le domaine biologique et médical, la catégorie homme et femme, elle est issue d'une vision du sexe qui repose sur plusieurs niveaux. Donc, il y a le niveau chromosomique ou plusieurs composantes. Donc la composante ou le niveau chromosomique, donc les femmes XX et les hommes XY. Le niveau gonadique, on l'a dit, donc les testicules ou les ovaires. Le niveau gamétique, donc les spermatozoïdes ou les ovules, le sexe phénotypique interne, c'est-à-dire l'utérus chez la femme, les canaux déférents chez les hommes, le sexe phénotypique externe ou sexe périnéal ou sexe génital, c'est-à-dire les organes génitaux externes, et le sexe hormonal, hormones sexuelles dites féminines, oestrogène, progestérone, et masculine, testostérone. Et dans la vie courante, notre sexe est déterminé par le niveau phénotypique externe, c'est-à-dire le niveau génital, c'est-à-dire nos organes génitaux externes à la naissance. On a le bébé, on regarde, il a plutôt des organes génitaux de petit garçon et on va cocher masculin sur le certificat de naissance, ou bien des organes génitaux de fille, on va cocher féminin. Alors en biologie et en médecine, on s'intéresse plutôt au sexe chromosomique, avec une ambiguïté, parce que personne dans la salle, y compris moi, probablement ne connaît son sexe chromosomique. Donc pour autant, il a une place extrêmement importante en biologie et en médecine. Et moi, j'y vois trois raisons.
La première, c'est que c'est le niveau qui est construit, qui arrive chronologiquement le premier, c'est-à-dire au moment où l'ovule et le spermatozoïde fusionnent pour donner une cellule qui ensuite donnera l'individu en entier. Eh bien, à ce moment-là, on a le sexe chromosomique de l'individu, il est XX ou XY, et ceci va déclencher toute une série d'événements biochimiques, biologiques, et à la fin, l'individu. Donc, le caractère chronologique de premier événement en fait quelque chose d'important. La deuxième raison pour laquelle je pense que le sexe chromosomique est important, c'est que c'est de l'ADN. Et l'ADN, tout le monde connaît ce mot-là, tout le monde sait ce que ça veut dire, c'est partout. C'est dans l'ADN de notre entreprise, c'est dans l'ADN de l'association Philosophia, de faire un festival tous les ans, etc., d'accueillir du public gratuitement. Enfin bref. Et donc ça va. Ce côté ADN, c'est quelque chose de immuable. Donc ça renforce le côté immuable du sexe, soi-disant immuable du sexe biologique. Et la troisième raison pour laquelle je pense que c'est très important ce sexe chromosomique, c'est que, comme Thierry l'a dit, toutes nos cellules, sauf les globules rouges, mais toutes les autres cellules ont de l'ADN, et donc toutes nos cellules ont des chromosomes sexuels, XX ou XY. Et donc, ça renforce l'idée que le sexe n'est pas seulement une affaire d'organes génitaux externes, mais qu'il va toucher l'ensemble de notre organisme et avoir des conséquences biologiques sur l'ensemble de notre organisme. D'accord. Juste un post-scriptum, pardon. Mais en fait, ce que Patricia Lemarchand vient de décrire, c'est vrai pour l'espèce humaine. Mais en fait, ça n'est en aucun cas une généralité pour toutes les espèces qui ont du sexe. Par exemple, le fait que les mâles soient XY et les femelles XX, parfois on dit c'est vrai chez les humains et c'est vrai chez les mouches drosophiles. Mais en vérité, ça ne veut pas dire déjà la même chose dans les deux espèces, c'est pas des mêmes phénomènes qu'on parle. Et l'autre chose, c'est que c'est pas vrai chez les oiseaux, par exemple, où du coup, ce sont les mâles qu'on dit être ZZ, c'est-à-dire avec 2 chromosomes pareils, et les femelles qui sont ZW, c'est-à-dire hétérogamétiques, ce qui correspond au XY pour les hommes. Donc c'est inversé chez les oiseaux, vous voyez. Donc et aussi, il y a des espèces qui ont un sexe indépendamment d'avoir des chromosomes, par exemple. Le sexe n'est pas nécessairement chromosomique. On dit par exemple que chez les tortues, le sexe de la portée, de la couvée, dépend de la température d'incubation. Donc tout cela, c'est très important parce que en fait, il y a des choses qui sont vraies pour notre espèce, mais qui sont pas du tout vraies pour l'ensemble des espèces qui ont du sexe. Donc ça, il me semble que ça mérite d'être dit, parce que, donc, encore une fois, le sexe, c'est d'abord un concept biologique, c'est-à-dire un concept qui n'est pas un concept uniquement médical, mais qui doit décrire des réalités biologiques dans l'ensemble du monde vivant. D'accord. Et pour compléter, donc, on n'avait pas prévu d'en parler là, mais je vais le faire maintenant parce que je trouve que c'est assez logique. Les différents niveaux que je vous ai décrits, il y a l'idée que chaque niveau, si on le connaît, il permet, avec une grande cohérence, de déduire les autres niveaux. C'est-à-dire que la présence d'organes génitaux féminins nous fait dire qu'il y a toutes les chances qu'on ait un individu XX et inversement pour les individus de sexe masculin. Et cette cohérence, elle est loin d'être totale. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'individus qui ont des caractéristiques. Ils peuvent être XY et pour autant avoir un phénotype, c'est-à-dire une apparence de femme. Et donc, il y a aussi des individus qui sont au milieu, c'est-à-dire qui vont avoir des caractéristiques, notamment d'organes génitaux externes, dont il est difficile de les classifier en masculin ou féminin. Ce sont les individus dits intersexes. Alors maintenant, on dit plutôt avec des variations du développement sexuel ou des variations du développement sexué ou des variations du développement génital. Et ces individus, on s'est aperçu que finalement, ils étaient assez nombreux parce que ça représente 1,7% des naissances. Alors vous allez me dire, 1,7% des naissances, c'est pas beaucoup.
Ben, si c'est beaucoup, parce que par exemple en médecine, une maladie rare, c'est 1 pour 2000. Là, on est à 1,7%, donc ça n'est pas une maladie rare. Et ça pose énormément de problèmes, parce que ces individus, ben, jusqu'à une époque récente, on faisait tout pour les réassigner, c'est-à-dire à un sexe, c'est-à-dire dire... Ben, il y a une certaine ambiguïté, mais le plus probable, quand même, ça ressemble un peu plus au garçon, donc on en fait un garçon ou on en fait une fille. Et là, dans le passé, les médecins, plus ou moins avec l'accord des parents d'ailleurs, mais pas toujours, se sont ensuite lancés dans toutes les séries de répétitions, enfin d'interventions chirurgicales à répétition, etc., sur les organes génitaux notamment, pour essayer de les faire le plus possible ressembler aux organes génitaux typiques du sexe dans lequel cet enfant avait été assigné. Oui. Alors justement, ça me permet moi de revenir justement sur la question cette complexité en fait à définir le sexe, tant sur le champ biologique que sur le champ médical, me fait revenir à la question du rapport entre le sexe et le genre. Et finalement, ce que vous développez dans votre ouvrage, Patricia Le Marchand, c'est-à-dire le rapport entre le lien particulier, enfin la confusion entre statistique et corrélation, dès lors qu'on veut établir la place du sexe, le fait d'être sexe masculin ou féminin, dans le diagnostic ou dans l'attention médicale au corps. Est-ce que vous pouvez revenir donc sur cette distinction, corrélation statistique, peut-être même chevauchement des catégories? Oui. Alors, ce que je vais dire là, c'est pas seulement pour le sexe. En santé, on confond souvent ce qu'on appelle un lien de corrélation et un lien de cause à effet. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on voit deux choses qui bougent en même temps que l'un est responsable du fait que l'autre bouge. Donc je vais prendre un exemple, un petit peu long, mais je pense qu'il est bien démonstratif. C'est une étude norvégienne qui a été faite dans les années 80, et sur une cohorte de Norvégiens, un assez grand nombre, et norvégiennes. Et donc, la question que se posaient les chercheurs, c'était de savoir si le fait d'avoir des enfants protégeait ou pas d'avoir des cancers. Donc, ils ont regardé chez les femmes le nombre de grossesses, et ils ont trouvé une relation inverse entre le nombre de grossesses et deux cancers, le cancer ORL, de la gorge, et le mélanome, c'est-à-dire le cancer de la peau. C'est-à-dire que ces femmes, plus elles avaient d'enfants, moins elles étaient à risque de faire un cancer ORL ou un mélanome. Et donc, l'hypothèse tout de suite, c'est de dire, donc la grossesse protège contre le cancer. Donc, qu'est-ce qui peut, pendant la grossesse, protéger contre le cancer? Ça doit être l'explosion des hormones féminines, mais ça veut dire que les femmes qui n'ont pas beaucoup d'enfants, et en particulier celles qui prennent la pilule, elles n'ont pas cette explosion d'hormones féminines, et donc peut-être, il y a un risque d'augmentation un risque d'augmentation du nombre de cancers chez les femmes qui prennent la pilule. Et voilà comment on peut répandre en fait une rumeur. Vous allez avoir des médecins qui, quand une jeune femme vient en disant je voudrais que vous me prescriviez la pilule, va dire je veux bien vous la prescrire, mais peut-être que vous allez avoir une augmentation de votre risque de cancer. Donc, vous voyez évidemment que la jeune femme va dire je vais peut-être trouver autre chose comme méthode. Et en fait, cette étude, elle a été reprise dans les années 20 ans plus tard. Il y avait les hommes aussi dans cette cohorte. Et dans l'exercice médical, c'est habituel de demander aux femmes combien elles ont eu d'enfants. Ça fait partie de l'interrogatoire de début de consultation. Et on demande rarement aux hommes, ou si on le demande, c'est plus quand on a quelqu'un d'âgé et on veut être sûr qu'il est bien entouré, il y a des gens qui pourront s'occuper de lui si la maladie s'aggrave. Bref, ça ne fait pas partie de l'interrogatoire habituel. Mais là, les données étaient là, donc d'autres chercheurs ont repris cette étude et ils se sont aperçus aux surprises que c'était la même chose chez les hommes. C'est-à-dire, plus les hommes avaient eu d'enfants, moins ils avaient de risque de cancer de la peau ou de cancer ORL. Et donc là, l'hypothèse des hormones, elle tombe, elle tient pas la route. Donc du coup, ils ont cherché autre chose et ils n'ont pas eu besoin de chercher loin. En fait, ce qui expliquait ça, c'était l'alcool. C'est-à-dire que on sait que le facteur de risque habituel du cancer ORL, c'est la consommation d'alcool. Et il se trouve que plus on a d'enfants, moins on boit d'alcool. Alors,
Je ne sais pas pourquoi, là, pourquoi on boit moins d'alcool quand on a des enfants, mais vous voyez, une étude qui n'avait pas été faite jusqu'au bout, alors qu'on avait tout pour regarder, là, on a une corrélation, donc entre deux choses, corrélation inverse, le nombre de grossesses, la fréquence des cancers, mais l'un n'est pas lié à l'autre. En fait, c'est lié à la consommation d'alcool, et pour le coup, là, dans l'étude, elle n'est pas genrée, c'est-à-dire que chez les hommes comme chez les femmes, la consommation d'alcool augmente le risque de cancer. Et pour le cancer, le mélanome, l'hypothèse, c'est que comme c'était en Norvège, eh bien, plus vous avez d'enfants, moins vous avez de temps et d'argent pour prendre des vacances au soleil. Or, c'est le soleil qui est responsable. Voilà. Merci beaucoup Patricia. Alors, ce qui m'amène à naturellement vous poser une question, Thierry Auquet. Déjà que nous avons rajouté un C, alors je suis désolée, c'est Thierry Auquet, H-O-Q-U-E-T. Ouais, merci. Voilà, je vais dire, okay. Du coup, après, je vous appelle Auchet, donc ça ne va pas du tout. Donc Thierry, pour revenir plus généralement au recours à la biologie, en fait, qui peut assez facilement nous permettre de constituer des normes ou des idéologies. Il me semble que là, l'exemple que nous proposait Patricia Lemarchand permet de revenir sur ce rapport de la biologie à la norme. En fait, effectivement, je pense que ce que révèle aussi cet exemple, c'est la propension que nous avons à consommer du biologisme, en fait, c'est-à-dire notre désir de biologiser un ensemble de choses. C'est-à-dire que nous pensons qu'un phénomène n'est réellement expliqué que quand on est remonté à une cause qui est une cause organique et, si possible, effectivement, inscrite dans l'ADN. Donc ça me semble quand même quelque chose d'assez symptomatique. Le fait qu'effectivement, par exemple, on pourrait dire qu'il y a une corrélation statistique, mais qui n'est pas une causalité, entre le fait d'avoir 2 chromosomes X et le fait de pratiquer le tricot, par exemple. Je pense que si on faisait une étude, à part peut-être le plongeur Tom Daly, il y aurait une corrélation assez forte qui indiquerait un lien entre ces chromosomes, cette formule chromosomique et une certaine pratique du tricot. Donc on a envie en fait de penser que c'est comme ça. L'exemple ici, bien sûr, il est ridicule. Non. Enfin, il est ridicule. Réveillez-vous. Il est ridicule. Il est grossier. Mais à présent, si on prend la capacité des individus à faire des mathématiques, par exemple, si on regarde ou à composer des symphonies, ou même à diriger des orchestres, en fait. Je sais que ce sont des domaines dans lesquels on a beaucoup de mal à établir une certaine parité de genre, en fait. Ce sont des domaines qui sont massivement dominés par un sexe. Les champions d'échecs, ce genre de choses. Et donc, dans ces cas-là, il est très difficile de s'empêcher de biologiser ces phénomènes. Et je dirais même que on a des explications toutes prêtes pour ça. Que par exemple, la capacité de faire des mathématiques est liée à une certaine capacité à s'orienter dans l'espace. Donc là aussi, comme par hasard, les femmes ont beaucoup de mal à s'orienter dans l'espace et elles sont moins représentées dans les mathématiques. Eh bien, en fait, c'est lié au fait que je le fais bien, et au fait que, en fait, au néolithique, les femmes ont adopté une vie domestique et donc, donc il y a tout un ensemble de corrélations comme ça, de pseudo-causalité qui créent un récit de plausibilité que nous adorons consommer en fait. C'est-à-dire l'idée que tout est inscrit dans notre nature et véritablement quelque chose qui est confortable en fait, qui est réconfortant. Donc ici, il me semble que c'est important de bien avoir une vigilance effectivement sur cette propension qu'ont les corrélations statistiques à se faire passer pour des causalités. Alors là, je pense que vous voulez réagir, Patricia. Oui, alors il n'y a pas qu'un problème de corrélation, il y a aussi ce qu'on appelle un problème de chevauchement. C'est-à-dire que ce qui a été montré notamment pour les mathématiques, c'est ces études américaines qui ont commencé dans les années 80 sur des 40 000 collégiens auxquels on a fait passer des tests mathématiques et les garçons avaient une moyenne supérieure de réussite
que les filles de 7%. En moyenne, ils avaient une meilleure moyenne de 7%. Et en fait, quand on regarde les données, du coup, ça nous invite à dire les garçons sont meilleurs que les filles en mathématiques. Après, on peut s'interroger sur pourquoi, etc. Ça, c'est une autre question. Mais même simplement dire ça, en fait, c'est une différence de moyenne. C'est pas une différence de catégorie. C'est-à-dire que 7%, en fait, ça veut dire que on va avoir aussi des filles qui vont être très bonnes en maths et des garçons qui vont être très mauvais. Et donc, on n'a pas deux populations étanches et mutuellement exclusives avec les filles d'un côté mauvaises en maths et les garçons d'un côté bons en maths. On a en moyenne une différence qu'on peut expliquer peut-être par pour d'autres raisons que des raisons biologiques, mais de toute façon, on n'a pas deux groupes homogènes et complètement étanches. Et c'est pas je suis une femme, donc je ne suis pas un homme, ou je suis un homme, donc je ne suis pas une femme. Non, les groupes se mélangent et ça nous empêche de voir l'hétérogénéité à l'intérieur des groupes que de faire cette distinction. C'est-à-dire qu'on ne voit plus qu'il y a des filles qui sont très bonnes ou des garçons qui sont très mauvais et que donc les explications biologiques biologisantes, elles vont pas tenir la route en fait. Oui, donc ce que vous appelez chevauchement, c'est justement une manière de parler de cette hétérogénéité. Oui, alors je peux prendre un exemple très simple. En moyenne, les hommes sont plus grands que les femmes de 13 cm. Bon, 13 cm, c'est pas rien quand même, hein. Mais en même temps, nous connaissons tous des individus, enfin des femmes qui sont très grandes et des hommes qui sont petits. Et si là, je vous dis, il y a quelqu'un qui va rentrer qui fait 2 mètres, ben, vous ne pouvez pas me dire c'est à coup sûr un homme ou c'est une femme. Donc on a un chevauchement entre les deux distributions. Eh bien ça, c'est vrai pour n'importe quel caractère biologique. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, la taille du cerveau, le taux de testostérone aux Jeux Olympiques, tout ce que vous voudrez, il y aura toujours du chevauchement. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes des mosaïques de traits, pour certains qui seront plutôt masculins, d'autres plutôt féminins en termes de moyenne, mais on ne peut pas faire deux catégories étanches et mutuellement exclusives, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Bien, vous voulez revenir dessus, Thierry? Non, je voulais, oui, merci. Indiquer qu'également, dans le monde biologique, plus généralement, il y a aussi des phénomènes extrêmement massifs. Par exemple, le fait que dans beaucoup d'espèces, par exemple, on va observer que les mâles sont plus combatifs et se battent pour les femelles, alors que les femelles ont parfois des pelages ou des plumages plus ternes et attendent patiemment que les mâles aient réglé leur combat, etc. Et donc, on pourrait dire, on a dit d'ailleurs qu'en fait, tout cela était inscrit de manière très claire dans la structure des gamètes. Si les mâles se battent, c'est parce qu'ils ont une grande quantité de spermatozoïdes à disséminer, alors que les femelles, elles assument une grande part du coût de la reproduction et elles ont des gamètes beaucoup plus coûteux et plus rares. Et donc, elles sont incitées à la prudence. C'est ce qu'on appelle, à gros traits, la théorie de la sélection sexuelle darwinienne. Or, on a découvert que, bien sûr, on pourrait dire c'est le modèle largement dominant dans la nature, mais en vérité, il y a quand même des espèces qui existent dans lesquelles ce sont les mâles qui ont des plumages ternes et qui restent au nid, et ce sont les femelles qui ont des plumages colorés et qui se battent. Il y a une espèce en particulier qui est connue et qui s'appelle les jacanas. Et donc, cette espèce, on peut dire c'est une exception, mais n'empêche que ça montre simplement qu'il est possible d'avoir beaucoup de spermatozoïdes à distribuer et pourtant d'être terne et d'être au lit et de produire les œufs et d'assumer une grande part de la production des œufs et d'être combative et colorée. Donc, ça montre bien que la détermination, elle n'est pas simplement inscrite ni dans les chromosomes, ni dans le rôle dans la reproduction sexuée, elle implique nécessairement des facteurs environnementaux, des conditions, des causalités qui sont plus larges que les données que nous avons coutume de répertorier dans le registre strictement de la biologie. Alors, merci beaucoup. Pour revenir un petit peu sur le champ médical, Patricia Desmarchand, en fait, j'aimerais que vous précisiez un petit peu les effets sur la médecine de la bicatorisation. La bicatorisation, j'arrive pas trop à le dire en fait. Voilà. En somme, le fait
que les similitudes sont oubliées au profit des différences? Alors, c'est pas ça que j'ai pensé en premier à votre question. C'est donc maintenant, il y a des injonctions très fortes quand on fait une demande de subvention de recherche pour faire un projet de recherche. On nous demande, dans tous les pays, de considérer la question de différence entre les hommes et les femmes dans un projet biomédical. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que les gens vont comparer les données entre les hommes et les femmes et s'il y a des différences, partir du présupposé que ces différences sont d'origine biologique. Et l'idée derrière ça, c'est que s'il y a des différences entre les hommes et les femmes, eh ben peut-être que la prise en charge médicale doit être différente. On ne doit pas traiter les hommes et les femmes, même s'ils ont la même maladie, de la même façon. Et je peux donner un exemple pour montrer les limites de ça. C'est au Canada, l'équivalent de l'établissement français du sang, donc avec des gens qui donnent leur sang régulièrement, ils s'étaient aperçus qu'ils avaient un certain nombre de leurs donneuses, en fait, qu'ils n'auraient pas dû prélever parce que, visiblement, elles avaient un taux de ferritine qui était bas, c'est-à-dire, en gros, elles étaient pré-anémiques. Elles pouvaient développer une anémie, et donc c'était dangereux de les prélever parce que ça faisait encore moins de globules rouges, et que très probablement, cette anémie était en rapport avec des règles, notamment des règles abondantes, etc. Donc, la réaction, ça a été de dire, les femmes, au lieu de dire qu'elles peuvent donner leur sang tous les mois ou tous les 2 mois, elles donneront leur sang que tous les 6 mois. Donc, la conséquence de ça, c'est que ces établissements français du sang, enfin, pas français, canadiens du sang, étaient prêts, finalement, à ne plus, enfin, à diminuer leur nombre de donneurs, et en particulier de donneuses, alors que vous savez que tous ces établissements, au Canada comme en France, manquent de donneuses. Mais heureusement que toutes les femmes qui ont leurs règles ne sont pas anémiées. Et inversement, il y a des hommes qui sont anémiés. Ils n'ont pas de règles, mais ils ont d'autres raisons pour avoir une anémie. Donc finalement, c'est partir du présupposé qu'on a 2 catégories homogènes, des femmes qui ont des règles, donc des risques d'anémie, et donc on les prélève moins, et des hommes qui n'ont pas de règles, donc ils n'ont pas d'anémie, et on peut les prélever autant qu'on veut. Non, la réponse, c'est ayons des tests, et ça existe, au bout du doigt, très rapide, etc., qui nous permettent en 2 minutes de savoir si la personne a un nombre de globules rouges qui permet qu'on la prélève ou qu'on la prélève pas. Et là, on peut accepter tous les dons qui sont dans de bonnes conditions physiologiques et non pas faire une homogénéisation qui n'est pas bonne en fait des catégories. Tout à fait. Donc vous voulez revenir sur cette homogénéisation justement? Non, oui, sur la catégorie que vous avez utilisée de bicatégorisation en fait, qui me semble très intéressante, c'est-à-dire la manière dont on divise l'espèce en 2 en fait. En fait, dans l'anthropologie, c'est ce qu'on a appelé l'universel de la différence des sexes. Et en considérant que c'était une donnée de base de l'anthropologie, dans toutes les sociétés, elles étaient traversées par cette différence des sexes et elles proposaient une certaine manière d'aménager cette différence des sexes en distribuant les tâches, en définissant un ensemble de rites et d'usages. Donc ça, c'est très important. Je voudrais simplement noter que ce syntagme, cette expression, la différence des sexes, qui fait le titre d'un des livres de Geneviève Fraisse, mais qui a été vraiment beaucoup utilisé, c'est un syntagme que nous utilisons de manière presque automatique, en fait, la différence des sexes, au point que la psychanalyste Sabine Procoris a proposé de l'écrire sans espace, en fait. C'est la différence des sexes. Parce qu'on réfléchit pas à ce qu'on met là-dedans, en fait. C'est juste qu'il y a la différence des sexes, tout le monde sait ce que c'est. Et en vérité, cette différence des sexes, elle pose beaucoup de problèmes. C'est pas la différence des sexes, mais c'est les différences qui existent entre les sexes, sachant on a vu qu'il y avait aussi une part de chevauchement et de points communs. Et encore une fois, quand on dit la différence des sexes, on oublie la ressemblance des sexes, dont on parle jamais, en fait. Ça, je vous dirais pas que c'est une expression très utilisée, la ressemblance des sexes. Personne l'utilise. Or, il y a une question qu'on ne s'est pas posée, en fait. Je vais la formuler comme ça,
c'est combien notre espèce est-elle dimorphique? À quel point notre espèce est dimorphique? Par dimorphisme, on entend le fait que dans une espèce, les mâles et les femelles ne se ressemblent pas, ont des caractères extrêmement différents. Donc l'espèce poster, si vous voulez, est l'illustration parfaite pour illustrer ce dimorphisme sexuel. On donne souvent le paon et la pomme. Le lion. Vous m'avez compris. Le lion et la lionne. Voilà, le cerf et la biche. Donc voilà, ce genre d'espèces, voilà, qui sont extrêmement dimorphiques, avec des caractères extrêmement marqués pour chacun des deux sexes. Et quand on les voit, effectivement, on va dire ah ben oui, ça c'est un mâle, ça c'est une femelle, avec évidence. Si je vous dis le chat, la pie, comment? La souris. Le lapin, la souris, c'est plus difficile, voilà. Donc en fait, moi j'ai fait mes armes, ma thèse de philo sur l'histoire naturelle de Buffon. Souvent, il y a une seule planche pour chaque espèce. Il fait pas la différence entre le mâle et la femelle. Il montre, voilà, et ça sert à représenter toute l'espèce, indépendamment du sexe. À part pour le lion et la lionne, justement, où là, il fait un effort, il met 2 planches. Mais, donc, nous, notre espèce, en fait, elle est dimorphique ou elle est pas dimorphique? À quel point elle est dimorphique? Et en quoi elle est dimorphique? Je dis pas par là que il n'y a pas des différences entre les hommes et les femmes, et notamment dans tout ce qui concerne l'affaire reproductive, bien sûr. Ça, ce n'est pas ça que je nie. C'est je dis, si je vous présente un individu, voilà, des photos, vous identifiez qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, à quoi en fait? Alors si ils sont nus ou si vous avez droit à un examen approfondi, je vais dire, de la personne, vous allez peut-être avoir des indices supplémentaires, mais dans la vie sociale, en fait, en général, on s'en tient à un ensemble de caractères, et ces caractères, ils sont genrés, ils sont sociaux, c'est beaucoup de choses qui tiennent à l'apparence et pas directement à la biologie. Donc, est-ce que nous sommes vraiment une espèce dimorphique au point que nous devons finalement, nous ressemblons plus au lion et à la lionne ou au coq et à la poule que aux souris? Alors, c'est une bonne question, Patricia. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un dimorphisme du niveau génital, mais ce qu'on voit dans la littérature biomédicale, c'est que du coup, le mot est utilisé à toutes les sauces. C'est-à-dire que on va, par exemple, au moment de l'épidémie de Covid, on s'est vite aperçu que les hommes mouraient plus que les femmes, dans une proportion relativement importante, qui était variable, mais qui pouvait aller jusqu'à 10-15% de morts supplémentaires chez les hommes. Et tout de suite, donc vous vous souvenez bien, puisque c'était il y a 5 ans, au mois d'avril, il y avait déjà un article dans la revue prestigieuse Nature, où des chercheurs sur un tout petit nombre de patients, c'était deux fois une quarantaine d'hommes et de femmes, avaient regardé les cellules immunitaires, donc les lymphocytes. Et ils avaient compté les lymphocytes, des sous-groupes de lymphocytes très sophistiqués pour montrer qu'il y avait des petites différences. Le papier a été complètement démonté par la suite, mais à ce moment-là, donc en disant, vous voyez, les femmes, elles ont un peu plus de lymphocytes comme ci, les hommes, ils ont un peu plus de lymphocytes comme ça, il y a un dimorphisme sexuel. Mais non, c'est pas la définition du dimorphisme sexuel, c'est une différence de lymphocytes, mais les deux, de nombre, mais les deux ont des lymphocytes. Alors pourquoi c'est important? C'est parce que cette utilisation à tout va du mot dimorphisme, en fait, renforce l'idée que nous sommes fondamentalement différents. Et alors, je vais sortir un tout petit peu de mon rôle, mais je ne peux pas m'en empêcher. À la fois, c'est faux scientifiquement, mais ça a des conséquences, parce que moi, c'est ce que j'appelle le féminisme de droite, c'est-à-dire que si nous sommes fondamentalement différents, par exemple complémentaires, pourquoi on devrait être payé pareil, puisqu'on est différents? Vous voyez? Donc c'est faux, et 2, ça fait le lit des inégalités. En tout cas, ça les combat pas. Et voilà. Voilà. Donc, ce qui me permet, puisque vous avez amorcé la question politique, de revenir avec vous, Thierry Houquet, sur cette fameuse formule que vous avez déjà employée, à savoir qu'il fallait attaquer l'identité. Qu'est-ce que ça... Alors, est-ce que cela signifie peut-être justement tenter alors c'est peut-être un peu naïf mon expression, mais
redéfinir l'humain ou retrouver de l'humain qui se tienne par-delà le féminin masculin, avec ou sans, enfin que sais-je, c'est à vous de le dire. En fait, le point que vous évoquez, c'est lié à l'expérience que j'ai eue d'avoir un enfant, en fait, et de devoir l'élever, et un enfant d'un sexe différent du mien. C'est vous dire à quel point je ne suis pas négationniste du sexe, puisque j'emploie ce genre de formule. Mais simplement, donc ayant une petite fille à élever, j'ai été frappé par en fait la place que tenait justement le fait qu'il s'agisse d'une fille dans quantité de détermination. Sans avoir eu le temps de dire son premier mot, elle était déjà recouverte de poupées et de choses comme ça. Enfin, et après, évidemment, quand elle s'est mise à hurler, libérée, délivrée dans toute la maison, il était clair que c'était une fille. Oh. Mais non, je dis ça. En fait, je me suis dit, j'ai été frappé du point. Évidemment, il s'agit pas de nier aux enfants, voilà, la manière dont ils s'épanouissent dans telle ou telle activité. Mais simplement, j'ai été surpris du fait que, par exemple, quand il s'agissait d'acheter des jouets, d'acheter un déguisement, de choisir un déguisement pour une fête, il y avait rien qui s'adressait à nous en tant qu'être humain. On s'adressait toujours à nous et à nos enfants en tant que c'est un garçon ou c'est une fille. Si je vais au rayon déguisement et je dis je voudrais un déguisement pour un enfant, la question qu'on va me poser c'est garçon ou fille. Mais en fait, on peut pas se déguiser en extraterrestre, on peut pas se déguiser en souris justement. Non, en fait. Donc, j'ai été frappé par la façon dont finalement les parents, même l'école finalement, éduquent très peu les enfants. La société se charge de les éduquer d'une manière beaucoup plus large. Ce qui interroge véritablement sur justement cette place qu'on veut faire absolument au biologique, sachant qu'en vérité, je dis pas qu'il y a pas encore une fois, je dis pas qu'il n'y a pas de différence. Mais je dis qu'en vérité, dans la manière dont nous sommes constitués, élevés, dans la manière dont tout se passe dans nos vies, des déterminants sociaux sont absolument écrasants, et que dans ces déterminants sociaux, j'ai été frappé véritablement de l'absence de place, l'absence totale de place que l'on faisait à notre commune humanité, en fait, à cette ressemblance des sexes, que dès la naissance et même avant la naissance, c'était une partition, en fait, entre les enfants en fonction de leur sexe, selon ce qu'on allait leur raconter, leur faire vivre, les aspirations qu'on allait partager avec eux. Donc c'est ça, en fait, ce choc ou cette surprise que, alors que nous sommes des êtres humains, et ça, je pense, nous en sommes tous conscients, dans beaucoup d'éléments de notre existence, cette humanité-là est complètement écrasée par le fait que nous appartenons à deux sexes et que c'est ça qui importe. Voilà. Merci beaucoup. Alors, moi, pour le coup, je vais être un peu plus en retrait en disant que je ne cherche pas du tout à attaquer l'identité. Mais par contre, là où on se rejoint, c'est sur la ressemblance des sexes. Donc, je vais de nouveau prendre un exemple. Donc, tout est parti dans le domaine biomédical de féministes américaines, médecins, à la fin du XXe siècle, sur la mortalité cardiovasculaire, où il y avait cette légende que les femmes étaient protégées contre les maladies cardiovasculaires à cause de leurs hormones, etc., jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que la mortalité cardiovasculaire, c'est la première cause de mortalité chez les femmes, alors que les hommes, ils meurent avant tout de cancer. 52% des femmes meurent de maladies cardiovasculaires, 42% des hommes. Et donc, on a cherché pourquoi. Et sans doute, vous avez entendu ça. Ah, mais c'est parce qu'elles n'ont pas les mêmes symptômes. Les hommes, quand on a un infarctus, les hommes, c'est la douleur rétrosternale constrictive qui va irradier dans le bras gauche, c'est typique. Et si vous avez quelqu'un dans la salle qui dit, un homme dans la salle qui dit « Oh là là, je me sens pas bien, j'ai une douleur là très forte »,
tout de suite, tout le monde va y penser, on va appeler le 15, ils sont juste à côté, en 10 minutes, ça sera bon. Par contre, les femmes auraient mal au ventre, et donc une femme qui a mal au ventre, on lui dit attends demain. Et puis, si demain elle a encore mal au ventre, elle va aller aux urgences, où on va lui dire attendez un peu, il y a des hommes qui ont mal dans la poitrine, on va s'en occuper avant vous. Et comme ça, on va accumuler des délais très importants qui ont été montrés. Il y a un retard de la prise en charge de l'infarctus chez les femmes qui est très important pour le pronostic, pour la gravité ensuite. Bon, donc 20 ans plus tard, des études énormes qui ont été faites sur des centaines de milliers de personnes. Et finalement, on s'aperçoit que les femmes aussi, elles ont la douleur rétrosternale. Les hommes ont, en cas d'infarctus, il y a 89% des hommes qui ont cette douleur, mais il y a 84% des femmes qui l'ont aussi. 5% de différence. Bon. Quand on regarde les douleurs abdominales, 35% des femmes ont des douleurs abdominales, mais 30% des hommes ont des douleurs abdominales aussi. Donc ça ne colle pas en fait. Alors oui, il y a une différence de 5%, mais moi en tant que médecin, je ne sais pas quel est l'impact de cette différence, et c'est certainement pas ça qui explique le problème de prise en charge. Le problème de prise en charge, c'est nos croyances sur le fait que les femmes n'ont pas de douleur, n'ont pas de maladie cardiovasculaire, donc elles n'y pensent pas, l'entourage n'y pense pas. Le fait que les femmes s'occupent des autres, etc. Donc si elles ont des douleurs, elles vont avoir probablement plus tendance à dire j'attends un peu, je vais pas m'en préoccuper tout de suite et ça y est, on se prend une heure dans la vue. Enfin, il y a plein d'autres facteurs qu'on peut évoquer. Le personnel médical, en particulier aux urgences, qui n'est pas formé sur le fait que les femmes aussi font des maladies cardiovasculaires et qu'il faut les mettre dans la file d'ultra-urgence au moment du tri aux urgences, etc. Tout ça sont des facteurs cumulés, mais effectivement, finalement, il y a une ressemblance. J'ai une collègue cardiologue à Paris qui vient de publier une étude sur les femmes de moins de 50 ans qui font des infarctus, dans lesquels la mortalité est 2 fois plus élevée que chez les hommes, les infarctus de moins de 50 ans. Eh bien, chez ces femmes, 92% de ces femmes avaient eu une douleur typique. Et pour autant, un grand nombre d'entre elles sont mortes. Donc, effectivement, il y a beaucoup de ressemblances, et on va mettre en avant des différences qui sont pas forcément là et qui sont surévaluées. D'accord. Merci. Oui. Je vous laisse. Non. Non. Enfin, si. Je sais pas. C'est comme vous voulez. Non, mais parce que là, j'avais l'impression qu'il y avait une division genrée qui s'établissait, où Patricia Lemarchand s'était arrogé entièrement les mathématiques et m'avait laissé la sensibilité. Alors. Mais ça va pas du tout. Et j'étais là pour m'établir. Non, mais bon, voilà. Mais c'est vrai que pour moi, je trouve ça hyper intéressant, la déconstruction des statistiques en fait telles qu'elles sont proposées. Mais je pense qu'en fait, ces statistiques, elles seraient moins dangereuses justement si elles n'avaient pas un tel impact. Et cet impact, c'est la presse, les sites internet, etc., qui amplifient. Souvent d'ailleurs, les scientifiques eux-mêmes en fait jouent sur les titres tape à l'œil pour. Mais je voulais indiquer, encore une fois, puisque je restais dans le sillage de ce avec quoi j'ai commencé, c'est-à-dire l'interprétation de ces 2 signes, qu'il y a un énorme, je vais dire, animisme dans la manière dont nous traitons la question sexuelle, c'est-à-dire la manière dont nous projetons, en fait, une certaine représentation fantasmatique de la différence des sexes et de la division sexuelle dans la nature, comment nous projetons cette division sur le monde naturel, en fait. Cette division anthropomorphique, nous la projetons sur le monde naturel. C'est très clair dans le vocabulaire même qui est utilisé par certains biologistes pour décrire les comportements animaux. Ça a été extrêmement amplifié dans les années 1980 par tout ce qu'on a appelé à ce moment-là le moment de la sociobiologie. Aujourd'hui, on parle plutôt d'écologie comportementale, mais il y a eu à ce moment-là des livres extrêmement
importants qui ont été publiés dans lesquels on utilisait par exemple le mot viol pour parler de copulation forcée dans la nature, on parlait de cocufiage parmi les oiseaux. Donc il y avait comme si c'était tout le monde le monde social en fait, humain, qui tout à coup se trouvait naturalisé par la manière dont on identifiait du viol dans telle espèce, du cocufiage dans une autre, etc. Donc le choix même du vocabulaire n'est pas neutre, c'est-à-dire que dans la manière dont les biologistes décrivent les phénomènes, il y a cette obsession anthropomorphique. Quand j'ai formulé l'objection à des biologistes, ils m'ont répondu, mais c'est parce que en fait, ça permet de mieux comprendre ce que c'est. Est-ce que ça permet de mieux comprendre, c'est-à-dire ou est-ce qu'au contraire, ça crée aussitôt une sorte de voile, de masque sur la nature véritable des phénomènes? Et tout à coup, ce que nous avons l'habitude de décrire dans l'espèce humaine, par exemple savoir ce que c'est qu'un viol dans l'espèce humaine, eh bien tout à coup apparaît presque naturalisé parce qu'on l'utilise pour décrire je ne sais quel comportement dans je ne sais quelle espèce. Donc tout ça, c'est très important, cette dimension, il me semble, fantasmatique, imaginaire, et le rôle que joue le vocabulaire dans la manière même dont les sciences parlent du sexe. Donc déconstruire le sexe, c'est aussi s'intéresser à la manière dont on l'étudie, à la manière dont on mesure ces phénomènes, mais aussi à la manière, au vocabulaire, au lexique qu'on utilise pour le décrire. Alors, sur le vocabulaire, je voudrais venir au secours de mes collègues scientifiques dont je suis. Pourquoi cette surévaluation des différences? Bon, d'abord parce que les scientifiques ont plein de stéréotypes et bon, ils y réfléchissent comme les autres. Hein, ils sont pas forcément meilleurs dans ce domaine. Mais l'autre raison aussi, c'est que si vous parlez de similarité, ça intéresse personne. Si vous dites mais j'ai fait une étude sur l'infarctus, dis donc, ou sur le côlon irritable, j'ai pas trouvé de différence entre les hommes et les femmes. Si vous dites j'ai regardé la connectivité des deux hémisphères cérébrales et j'ai trouvé des différences entre les hommes et les femmes, et grâce à l'intelligence artificielle, à 70% des cas, je peux dire il s'agit d'un homme et d'une femme. Moi, je fais mieux dans la salle, je fais mieux que le 70%. Et j'utilise l'intelligence artificielle, c'est pas la question, mais c'est que, et moi je l'ai vu dans mon propre institut, juste en face, mes collègues cardiologues travaillent sur les maladies cardiaques héréditaires, et par exemple la tétralogie de Fallot, c'est les malformations cardiaques à la naissance. Et donc ils se sont intéressés au devenir de ces enfants qui naissent avec des malformations cardiaques pour savoir à l'âge de 20 ans s'il y avait une différence entre les petits garçons ou les filles qui avaient eu cette maladie à la naissance, qu'on avait diagnostiquée à la naissance. Et donc l'article s'appelle « Sex Differences in tétralogie de Fallot ». Et la conclusion, c'est on trouve la même chose chez les garçons et les filles, il n'y a pas de différence à l'âge de 20 ans. Mais s'ils avaient appelé leur papier « Sex Similarities », mais aucun éditeur n'en aurait voulu. Il ne l'aurait pas publié dans un bon journal. Or, publier dans un bon journal, c'est la garantie ensuite d'obtenir des financements supplémentaires pour continuer sa recherche, etc. Donc, même quand on n'est pas dupe, on est un peu obligé de rentrer sous les fourches codines. Oui, donc c'est là on voit jusqu'où va l'idéologie, en fait. C'est-à-dire que là, du coup, non seulement ça oriente la recherche médicale, mais ça oriente le questionnement même. Oui, bien sûr. Oui. Alors, bon, pour prolonger un petit peu, est-ce que donc du coup, qu'est-ce que ce serait une médecine indifférente au sexe? Est-ce que vous trouvez que c'est pertinent? Je pense pas, en fait. Non, je pense que cette recherche qui a explosé depuis 20 ans, elle est extrêmement utile parce qu'elle a quand même montré, par exemple, ces différences de mortalité, de maladies cardiovasculaires, etc. Et maintenant, des différences entre les hommes et les femmes, on en décrit dans toutes les spécialités médicales, toutes les disciplines, y compris en pneumologie. Je peux prendre un exemple, par exemple la bronchite chronique. La bronchite chronique telle que je l'ai apprise à l'université il y a quelques années, c'était le tabac. Donc, et c'était les hommes qui fument, à un moment ils développent une bronchite chronique. Et puis il y avait un groupe de femmes qui ne fumaient pas et qui pour autant faisaient des bronchites chroniques. On disait on ne sait pas trop pourquoi, etc. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive
qu'en fait, ces femmes, c'est pas n'importe quelle femme, ce sont des aides-soignantes, des infirmières, des femmes de ménage qui manipulent des produits toxiques toute la journée, des sprays antiseptiques ou nettoyants, etc., qui sont profondément irritants pour les bronches. Et en fait, c'est pour ça qu'elles développent des bronchites chroniques. Bon. Et pour une anecdote, la première fois qu'il y a eu un papier là-dessus, mon chef de service, qui était un homme, a envoyé donc ce papier scientifique aux médecins femmes du service et pas aux médecins hommes, comme si il y avait que les médecins femmes qui étaient concernés par la bronchite chronique de la femme. Enfin, vous voyez, un autre stéréotype. Donc, moi, je trouve que cette recherche, elle est extrêmement utile à deux conditions. C'est premièrement de connaître les limites des catégories, c'est-à-dire que la catégorie homme-femme, c'est une catégorie, c'est pas une réalité biologique, c'est juste une manière de faire une catégorie, comme on ferait une comparaison entre les jeunes et les vieux, les grands et les petits, ce que vous voudrez. La deuxième chose, c'est que si on voit des différences, ne pas regarder seulement l'arbre du sexe biologique et regarder la forêt des différents facteurs biologiques ou comportementaux, environnementaux qui peuvent expliquer les différences que l'on voit. Merci. Donc ça m'amène à ma dernière question, qui sera une question pour tous les deux, mais d'abord pour vous, Thierry Auquet. Donc finalement, déconstruire le sexe biologique, n'est-ce pas mieux penser le vivant, n'est-ce pas, ou la biologie, en évoquant donc souvent cette nature récalcitrante. La nature récalcitrante et créatrice du vivant. Voilà. Oui, merci. Je crois que le sens que je peux donner à cette question, c'est d'abord de constater que la nature, elle est profuse. Ce que vous dites, je pense, avec récalcitrante, ça veut dire elle résiste à entrer dans nos catégories. Il y a une biologiste américaine dont j'ai traduit un des ouvrages en français qui s'appelle Joan Roughgarden, et qui interrogeait par exemple un ensemble de notions communes que nous avons sur ce que sont les sexes. Par exemple, elle disait est-il vrai dans la nature que un individu naît avec un sexe et conserve ce sexe toute sa vie? Et elle répondait non en fait, parce que il existe dans la nature des espèces où il existe du transsexualisme, pas du transgenre, c'est-à-dire pas un simple changement d'apparence, mais un véritable transsexualisme, au sens où un individu né, par exemple, mâle, produisant donc des spermatozoïdes, et puis, à un moment de sa vie, devient femelle, produit des œufs. Ou l'inverse, un individu qui produit des œufs, qui se met à produire des spermatozoïdes. Ça se produit chez certaines espèces de poissons. Donc, il y a comme ça des phénomènes qu'on appelle la protandrie, être d'abord mâle puis devenir femelle, ou la protogynie, être d'abord femelle puis devenir mâle. Ça existe dans la nature. C'est d'ailleurs ça qui aurait dû se passer apparemment, si j'ai bien suivi, dans le film Nemo avec le petit poisson clown là, parce que c'est une espèce dans laquelle on observe ces phénomènes, c'est-à-dire quand la femelle disparaît, eh bien c'est le plus gros des mâles qui devient femelle. Donc voilà quelque chose d'assez évident. Un individu né avec un sexe et le conserve toute sa vie. Dans la nature, c'est pas vrai. La nature, elle est plus queer, je vais dire, que nous. Elle fait des choses. Par exemple, est-ce que c'est vrai que ce sont toujours les femelles qui couvent ou qui portent les petits, par exemple? Roughgarden répond non, tout le monde connaît le fait que les hippocampes, par exemple, chez les hippocampes, c'est le mâle qui porte la couvée, qui a une poche marsupiale dans laquelle les œufs sont déposés et qui donc quand les petits naissent, quand les œufs éclosent, ils sortent de la poche du mâle. Voilà. Donc la nature, elle est pleine de surprises quand on la regarde. Je dirais même plus. Notre croyance au dimorphisme sexuel dans les espèces naturelles, elle a produit des erreurs. Par exemple, il y a des sortes de petits colibris qu'on observe en Amérique centrale. Il manque une syllabe dans le mot, mais c'est Elianthus, je crois, quelque chose comme ça. Chez lesquels, les mâles ont une gorgette rouge et les femelles non. Et donc, quand on voyait des individus avec une gorgette rouge, on pensait toujours que c'était des mâles. Donc on les observait, ah oui, ça c'est un mâle, etc. Et puis en fait, on s'est rendu compte que, en vérité, il y avait des femelles avec des gorgettes rouges, alors peut-être pas aussi rouges que celles des mâles, et des mâles qui avaient pas beaucoup de gorgettes. Donc il y avait toute une
une forme d'intersexuation en fait, hein, de formes qui étaient bien sûr typiquement mâles ou typiquement femelles selon les représentations qu'on s'en fait, mais il y avait aussi toute une gamme d'individus dont l'assignation à un genre, à un sexe donné en fait n'était pas claire. Donc elle a conclu, Roughgarden, qu'il y avait du genre dans la nature aussi, c'est-à-dire que l'apparence des individus varie. Prenez un saumon mâle par exemple. Un jeune, il a une apparence de femelle en fait. Et c'est en vieillissant qu'il apparaît cette espèce de bec, cette couleur rouge sur les côtés. Donc en fait, être un mâle pour un saumon, ça peut être 4 phénotypes différents, 4 photos différentes, 4 dessins différents. Donc la nature, elle est pas aussi dimorphique que nous la représentons, dans nos contes, dans nos histoires, dans nos livres pour enfants, et voilà, dans toutes les représentations qui nous accompagnent toute notre vie. Voilà, je parle pas de l'Arche de Noé et de toutes les manières dont on se représente les animaux allant 2 par 2, mâles et femelles, comme Adam et Ève. Voilà. Oui, alors moi j'ai un problème encore plus existentiel, c'est que je sais pas ce que c'est que la nature. Parce que moi, ce que je vois, c'est que notre nature, notre biologie est constamment modifiée par la façon dont nous vivons. On a cité l'éducation des enfants, etc. Mais avant la naissance, il a été montré que dès que la femme enceinte connaît le sexe de son futur bébé, eh bien, elle ne va pas écouter la même musique si c'est un garçon ou si c'est une fille. Donc, vous voyez, ça commence très tôt. Et tout ce que nous allons faire, si vous êtes une hôtesse d'accueil et que vous portez des talons hauts 8 à 10 heures par jour pendant quelques années, ben, ça va modifier profondément l'anatomie de votre pied, la biologie de votre genou. Et voilà, si vous faites un métier de force, si vous êtes une coiffeuse, vous êtes exposé à des produits extrêmement irritants, il y a toutes les chances que vous déclenchiez un asthme grave, etc., etc. Donc il y a une inscription corporelle du genre qui n'attend pas qu'on ait 65 ans, hein, qui commence tout de suite, qui fait que pour moi, on ne peut pas distinguer de façon claire ce qui serait de l'ordre de la nature et ce qui serait de l'ordre d'autre chose. Et que donc j'ai du mal à parler de nature. Mais alors je pense que la question c'est bien sûr la question de nature, mais aussi celle du vivant davantage encore, c'est-à-dire la capacité d'invention, quand voilà, il me semble que c'est ça de résistance du vivant, de jeu, y compris avec l'environnement en fait, qui propose des réponses en fait inattendues. Alors moi j'y connais rien en saumon par exemple, mais je pense que c'était ça, et y compris bien entendu le corps humain pour ainsi dire. Je peux reprendre un autre exemple. Bon, il y a en particulier une académicienne hein, de l'Académie de médecine, professeure de génétique à la retraite, Claudine Junien, qui s'est intéressée dans les gamètes d'essayer de voir ce que faisaient les chromosomes sexuels. Et donc, elle a montré chez la souris qu'il y avait un nombre relativement important de gènes qui s'exprimaient pas de la même façon dans les animaux mâles et des animaux femelles. Ça a été fait chez la souris. Et en fait, il a été montré que la très grande majorité de ces gènes, en fait, ne s'expriment pas de la même façon, mais en fait pour recréer de la similarité, en fait, pour diminuer, en fait, dans des phénomènes d'adaptation qui induisent une similitude en fait entre les deux sexes. D'accord, merci beaucoup.